تصريحات تهز أركان الحكومة الفرنسية. يقول هذا المحلل بالحرف الواحد: لن نستطيع هزيمة الجزائر والجزائريين، لا بالسلاح ولا بالسياسة ولا بالضغط الاقتصادي، لأنني أعلم جيدا عقليتهم. ولو اتحدت فرنسا مع الاتحاد الأوروبي والناتو وأمريكا على تركيع الجزائر لفرنسا لما فعلوا ذلك، بل بالعكس يريدون إهانتنا أمام العالم، ولقد نجحوا في ذلك. تابعوا الفيديو. Alors, et la question qui me taraude et qui taraude d'autres personnes, je pense, c'est comment vous êtes arrivé à vous intéresser à cette histoire? Parce que vous avez dit justement que ça faisait 10 ans que vous en parliez et que finalement cette polémique qui vous a éclaté au visage, si je peux dire ça comme ça, eh ben c'était tant mieux parce que ça permettait d'en parler. Voilà, c'est ça. Comment vous êtes arrivé à vous intéresser à cette histoire? Moi, je n'ai aucun lien avec l'Algérie. Oui, alors ça c'est intéressant. Aucun lien avec la guerre d'Algérie. Par exemple, mon père n'a pas fait la guerre d'Algérie. J'ai des oncles, ils sont tous morts maintenant, mais ils n'ont pas fait la guerre d'Algérie. Et dans ma vie, je n'ai pas croisé spécifiquement, ça m'est arrivé, mais rien qui me soit cher, je n'ai pas croisé des gens qui avaient été des rapatriés d'Algérie et qui étaient revenus avec la douleur de ceux qui avaient tout perdu en Algérie. Donc je ne suis pas associé à, et je ne connais pas non plus d'Algériens spécifiquement, enfin. Donc je ne suis pas associé à cette histoire, je n'y suis associé en rien. J'ai découvert cette histoire, j'ai déjà eu l'occasion de le dire une fois, mais par l'intermédiaire de Charles de Gaulle. Je me suis intéressé, ça oui, au retour de Charles de Gaulle au pouvoir, parce que c'est une aventure extraordinaire. Charles de Gaulle a quitté le pouvoir en 1946 et il revient en 1958. Et il revient, son retour est rocambolesque. Donc son retour m'a intéressé. Et j'ai croisé là la question de l'Algérie française. Puisque ce sont des gens favorables à l'Algérie française, des militaires, mais pas que, qui permettent à De Gaulle de retrouver ce qu'il avait perdu, c'est-à-dire le pouvoir. Donc je me suis intéressé à l'Algérie française, et pas tant à la guerre d'Algérie, en fait. Assez vite, la question qui m'a fasciné, c'est l'Algérie française. Pourquoi l'Algérie française ? Pourquoi pas le Cameroun français ? Et pourquoi justement ? D'où ça vient ? Ah bon, on va y venir, mais si vous voulez, vous le savez comme moi, mais pourquoi ? Pourquoi on a investi sentimentalement cette terre qui est très loin géographiquement et qui est très loin culturellement? Pourquoi on a dit ça c'est la France? Et donc je me suis intéressé à ça parce que c'est intellectuellement, historiquement et politiquement c'est assez passionnant. Et en m'y intéressant, je m'y suis aussi un peu noyé de manière émotive parce que il y a une violence, des injustices. En fait, j'ai compris en m'y intéressant ce que je ne savais pas spontanément, que l'Algérie, ça n'était pas du tout la France. Que l'Algérie, ça n'avait jamais été la France. Et que l'Algérie française, c'est un mensonge gigantesque, fabriqué par des gens par opportunisme et sans calcul, mais avec une immense bêtise, et qui a causé des douleurs pour les musulmans présents sur le territoire, c'est une évidence, et aussi pour les Français qui ont été associés, soit par l'intermédiaire de la guerre et des appelés, mais plus profondément que ça, les colons, qui ont été amenés dans une impasse historique. Ce que vous avez découvert par rapport à l'Algérie française, finalement, parle de la République française. Est-ce que vous avez été déçu? Est-ce que vous avez été choqué? Est-ce que vous avez été... Est-ce que voilà, déçu, cette découverte, non, qu'est-ce qu'elle a provoqué chez vous? Des illusions, peut-être? Non, peut-être le sentiment le plus juste, c'est étonné. Comment on a pu faire tout ça? C'est pas la France. Donc comment on a pu faire tout ça? D'une certaine manière, c'est peut-être une énigme. J'ai compris pourquoi en 1830, bon, les raisons sont bonnes ou pas bonnes, pourquoi tout à coup, celui qui dirige la France veut prendre possession d'Alger. C'est un vieux projet. Alger, Tunis et Tripoli aussi, sont des perturbateurs du commerce depuis longtemps. On focalise sur Alger. Donc Louis XIV s'est dit, Alger, je vais rentrer à Alger, je vais leur casser la gueule à tous. Il l'a jamais fait. Napoléon y a pensé. D'autres y ont pensé. Les Britanniques y ont pensé. Alger a été un point de crispation dans l'histoire de tous ces pays-là. Alger existait d'ailleurs, en fait. C'est intéressant ce que vous dites. Pas l'Algérie, mais Alger. Oui, pas l'Algérie, mais Alger. Il y avait... Alger était un bastion de pirates. Donc Alger était un perturbateur repéré. Mais personne n'était passé à l'acte.
On dira peut-être 2 mots après de l'Algérie, est-ce qu'elle existait ou pas avant, parce que là-dessus, si ça intéresse, on peut en parler. Bon, mais Alger. Et donc, Charles X passe à l'acte. Pourquoi? Pour des raisons humanitaires? Non. Pour des raisons diplomatiques, parce qu'il y a un conflit de blé? Fondamentalement, non. Charles X cherche un succès militaire pour suspendre les libertés qui existent en France et qui sont issues de la Révolution française. Charles X, petit frère de Louis XVI, veut fermer une porte qui lui a procuré une douleur considérable. Et donc il investit Alger. Et après, une fois qu'il a le succès militaire, il pense que le prestige qu'il a acquis lui permettra de suspendre les libertés. Et c'est ce qu'il fait le 25 juillet 1830. Il prend 4 ordonnances qui suppriment la liberté de la presse et qui suppriment le Parlement. Et à sa surprise, à la surprise de tout le monde d'ailleurs, il y a 3 jours de révolution derrière, mais y compris à la surprise de ceux qui sont à la tête de cette révolution, qui ne pensent jamais qu'ils seront assez forts pour renverser le roi. Et c'est ce qui se passe. Le roi est renversé. Il a loupé son coup. La France des libertés a gagné. Qu'est-ce qu'on fait d'Alger? On ne sait pas. Et on va passer des années à faire n'importe quoi. À combattre les Algériens qui veulent nous voir repartir. On n'est pas décidé à repartir parce qu'on ne sait pas quoi faire. Donc on reste. Et puis après, en 1840, on décide de tout conquérir. Et non seulement de conquérir la terre, et de soumettre les individus qui s'y trouvent, mais de chasser les individus qui s'y trouvent, de leur voler la terre, pour faire de la place à des Européens. On espérait qu'ils seront français, mais en fait, ils seront plutôt espagnols et italiens, et aussi des Français, qui viendront tenter l'aventure. C'est la colonie de peuplement. C'est la colonie. C'est la caractéristique importante. Il y a très peu de colonies de peuplement dans l'histoire. Il y a la Nouvelle-Zélande, il y a l'Australie, il y a l'Afrique du Sud, alors ça concerne pas la France, et il y a l'Algérie. Ce sera la seule colonie de peuplement. Un peu la Nouvelle-Calédonie, mais l'histoire est différente si on la regarde attentivement. L'Algérie sera la seule colonie de peuplement. On fait venir des Européens, on les installe, et on en fait un bout d'Europe, ou plutôt un bout de France. On ne peut pas appeler ça colonie, à l'époque, parce que en 1848, on va baptiser l'Algérie Algérie française, officiellement, et en faire des départements. Parce que 1848, ça c'est la France maîtrise pas tout ça. Il y a ce qu'on appelle un réveil des peuples. On secoue les vieux empires. Partout en Europe, il y a une contestation des empires. C'est une contradiction intellectuelle formidable. Les peuples doivent être libres. Et donc nous, on va servir les Algériens. Ça tient pas debout, mais c'est ce qu'on va faire. On ne va pas appeler l'Algérie colonie parce que c'est contraire à l'esprit du moment. Donc on va en faire des départements français. Et donc l'Algérie sera française. Ce mensonge ne tient pas debout. Mais nous nous embarquons là-dedans. Et nous y investissons beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens militaires, beaucoup de moyens humains, et beaucoup de prestige, beaucoup de gloire. Et on ne reculera plus après. On utilise finalement cette histoire, enfin cette Algérie, pour redorer le blason en fait de la République. Rien n'est très pensé. Non mais ça me fait penser à Retailleau en fait là, quand vous parliez de Charles X, on se dit Retailleau c'est un peu ce qu'il fait là. Retailleau et Charles X. Retailleau, oui. Je vous essaye. Non, je fais pas la comparaison. Je vous laisse la responsabilité parce que je viendrai vous voir en prison. Je ne veux pas y aller avec vous. Mais en tout cas, il utilise cette question pour faire ses griffes. Bruno Retailleau aujourd'hui, oui. Bruno Retailleau aujourd'hui ne donne pas le sentiment de vouloir régler le problème avec l'Algérie, mais il donne le sentiment d'utiliser cette question pour conquérir la présidence des Républicains. Mais bon, ça sera oublié très vite, ça. Mais oui, ça existe, oui, bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est très intéressant ce que vous avez dit. C'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Pas forcément, pas dans ce détail-là. Non, parce que oui, voilà, c'est trop. Oui, voilà. Et comment vous expliquez le fait que on ait du mal à sortir cette histoire des cahiers d'historiens, de cercles d'initiés? Au point où nous en sommes, la violence, c'est le nazisme. L'exemple de ce qui n'est pas acceptable, c'est le nazisme. Alors, dans le nazisme, il y a quelque chose qui est irréductible, c'est la Shoah. La volonté de faire disparaître un peuple, une culture, d'y mettre des moyens colossaux, d'organiser tout ça, c'est l'abjection des abjections. Bien sûr. Donc ça, c'est le nazisme. Mais le nazisme, ça n'est pas que ça. Le nazisme, c'est la supériorité de la race, c'est la violence assumée, la vie. Celle des Juifs ne vaut rien, bien sûr. Mais même les autres ne veulent pas grand-chose. Dépossession aussi. La dépossession. Oui, la dépossession culturelle, la dépossession matérielle, oui, des biens physique, des Juifs. Bien sûr.
Oui, et puis les territoires, les Germains sont mais c'est de la folie, hein. Les Germains sont un peuple supérieur. Donc ça, c'est l'horreur absolue. Comment peut-on accepter que nous ayons eu plutôt une mentalité identique? La Shoah en moins, mais une mentalité identique. Les Algériens qui sont... Ça ne vaut rien. Ce sont des vies qui ne valent rien. Ce qui compte, c'est le projet français, la supériorité française. Et nous massacrons, nous tuons, nous cantonnons un statut pratiquement d'esclave les premiers possesseurs de la terre, nous nous comportons d'une manière abominable. Et nous ne voulons pas voir cela. Et au sortir de la Deuxième Guerre mondiale notamment, la colonisation est dans les esprits tout de même. Nous maintenons cette idée, l'Algérie est française, parce que nous y attachons une part de notre identité, de notre prestige. Et abandonner cela, c'est déchoir complètement. Et donc nous nous entêtons. Cela finit par la guerre d'Algérie. Et une fois que c'est fini, nous ne voulons plus en parler. Parce qu'on a honte, parce qu'on sait qu'on s'est trompé. On s'est trompé non pas en menant la guerre contre les Algériens à partir de 1954, mais on s'est trompé à partir de 1830. Au fond, on le sait. Et donc, ne pas revisiter cette histoire, c'est éviter de se le dire. Mais moi, je crois qu'un jour, il faudra qu'on se le dise. Parce que c'est le principe du refoulé. Ça nous gêne tout le temps. Ça revient tout le temps, ouais. Ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps de manière inattendue, d'une manière qui nous blesse tout le temps. 2000 Stade de France, France-Algérie, les supporters de l'Algérie qui sont français sifflent la Marseillaise. Et le président de la République quitte les tribunes. Bien sûr. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils disent, ces gens qui sifflent la Marseillaise? Ils disent, vous nous avez fait beaucoup de mal. Est-ce qu'on vous a vraiment fait beaucoup de mal? Oui, mais on ne peut pas le reconnaître. Mais alors, quand vous dites ça, c'est très intéressant parce que je repense à ce que disait Alain Duhamel sur le plateau de BFM. Il disait, oui, mais il faut vraiment dire que cette histoire n'est plus la nôtre. C'est une autre histoire, c'est une autre société. Il gomme l'espèce de transmission silencieuse, invisible que se fait cette histoire... que cette histoire, comment dire, enfin cette histoire, elle est léguée finalement. Oui, c'est ça. Ça n'est plus la nôtre, bien sûr. C'est pas ni moi ni Alain qui avons conquis l'Algérie. Moi, je n'ai tué personne. Donc, ça n'est pas la nôtre. Mais c'est pas moi non plus qui ai écrit les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, ils sont à moi. On est d'accord. Donc voilà, on est dépositaire d'une histoire. On la fait vivre. Et on doit avoir suffisamment de maturité pour dire que dans l'histoire, nous sommes fiers de ceci et nous avons honte de cela. C'est la vie, quoi. Ça ne remet pas en cause la France. Mais il y a, moi en tout cas, il y a une part de la France que j'aime, et il y a une part de la France que je n'aime pas. Voilà. De la France, de la République. Parce que c'est quelque chose que je dis souvent maintenant. Je pense qu'il est temps d'assumer la part sombre de la République. Il n'y a pas de République sans assumer la part sombre de cette République, que ce soit la colonisation ou d'autres choses. Moi, je n'introduirai pas l'idée de la République, c'est la France. Oui, après, c'est sous différents régimes. Oui, parce que c'est la France, au sens où elle est incarnée par un régime dictatorial en France, c'est-à-dire le Second Empire, c'est un régime dictatorial. Celui qui le dirige juge que la situation faite aux musulmans en Algérie française est inacceptable et il veut créer un royaume arabe. Oui. Donc c'est un dictateur, hein. Mais là il dit non, là c'est trop, quoi. Ce qu'on fait là, ça va pas du tout. Et donc il veut changer les choses. Et les colons qui sont là n'ont de cesse que de contrarier les projets de Napoléon III. Et quand Napoléon III va tomber à Sedan en 1870, ils font la fête. Ils débouchent le champagne. Ils sont républicains. Les colons sont républicains. Donc ça brouille la perspective. C'est pas la République, c'est la France. La République, les dirigeants de la République sont comme les dirigeants d'avant, ils ont fait des choses bien, des choses moins bien. Alors moi concrètement, je me pose souvent la question, comment ce négationnisme, parce que le terme est trop fort. Trop fort. On est quand même on nie en fait des faits et on une nie réalité. pas ce qui se passe, on le regarde pas, on n'en parle pas. Ouais. C'est une négation par omission. Alors ça n'est pas le négationnisme, c'est des gens qui disent les chambres à gaz n'ont pas existé. Ouais. C'est ça le négationnisme. Ouais. Ça n'a pas existé. Éric Zemmour récemment a dit les massacres il y en a eu. Bon voilà, donc il ne nie pas, mais il les compense par on a construit des hôpitaux. Bon d'accord, c'est son échelle de valeur. Voilà, très bien.
Mais c'est pas du négationnisme, Alors, c'est une honte. On a honte de ça. Ou cet aveuglement, cette Non, honte, c'est de la honte. La honte me paraît être le mot le plus juste. On a honte de ce que nous avons fait et on n'aime pas que quelqu'un nous rappelle cela parce que ça nous met mal à l'aise. Donc n'en parlons pas. Voilà. Est-ce que vous diriez que cette honte, elle est plus présente dans la population française lambda que dans les élites? Quand je dis les élites, bon, c'est un terme un peu fourre-tout, mais que ce soit les politiques, les médias, ceux qui tiennent un peu, qui peuvent façonner d'une certaine façon l'opinion. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent mais pourquoi on en parle encore? Ouais. À quoi ça sert? Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. À quoi ça sert? C'est pas une question qu'il est facile d'aborder, pas facile d'y répondre. Moi, j'ai souvent été confronté dans mon entourage à cette question. Mais qu'est-ce qui nous embête avec tout ça? Qu'est-ce que je réponds? Je sais pas. C'est en moi un sentiment d'injustice. Je ne vis pas confortablement en comprenant que nous n'assumons pas ce que nous avons fait de mal. Que ce soit là ou ailleurs, d'ailleurs. Voilà. Je vis pas confortablement, donc j'en parle. C'est un inconfort. Et cet inconfort, pour ne pas le ressentir, des gens me disent, mais pourquoi tu nous embêtes avec ça? Pourquoi tu veux nous mettre dans l'inconfort? Parce qu'au fond, cet inconfort, tout le monde le partage. Tout le monde. Tout le monde ressent la même chose. Quand on regarde... Mais il faut pas le dire. Donc voilà, Ouais. parlons d'autre chose, quoi. Et on a suffisamment de problèmes aujourd'hui. Tu crois vraiment que parler de ces trucs-là, ça sert à quelque chose? Ben oui, ça sert à retrouver le confort. Reconnaître la douleur que nous avons répandue, ça sert à retrouver le confort, à avoir une claire conscience de ce qui est bien dans notre histoire. Sinon, tout est souillé. Si on ne distingue pas les choses, tout est souillé. À peu près entre 10 et 12% de personnes en France qui sont concernées de près ou de loin par cette histoire. Justement, ce confort, il faut le retrouver pour ces personnes, parce que ça fait quand même du monde. Et puis, on a l'impression qu'on peut rejouer un... C'est un inconfort pour tout le monde. C'est un inconfort. Moi, je suis pas concerné. C'est un inconfort pour moi. Donc, moi, je suis pas concerné, moi. Je suis pas dans les 12 millions, là. Ou les 10 millions, ou les 6 millions. C'est un inconfort intellectuel, un inconfort moral, un inconfort psychologique. Il n'y a pas besoin d'être concerné par cette histoire. C'est juste un regard sur les choses. Comment moi je peux accepter que j'ai raconté cette histoire récemment, la France, les militaires français, les colons français enferment 2000 personnes dans le stade de Philippeville, 1955, c'est après la guerre, c'est dans la modernité des choses, et on leur tire à la mitraillette pendant 10 minutes. Comment je peux accepter ça? Comment je peux accepter que des adolescents, ils commencent leur vie, ils ne sont responsables de rien, ils ont été raflés. J'emploie le mot à dessein, il y en a d'autres qui ont raflé, ils ont été raflés, ils sont dans le stade, on leur tire dessus. Ils sont coupables de quoi? De rien. De rien. Ouais, Comment je peux accepter ça? Voilà ça. Il y a énormément d'anecdotes, de faits historiques, justement, qui sont soit des massacres, soit il y avait eu des centaines. Oui, à Zeralda. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, Zeralda, j'ai en tête, oui. Un maire en 1941 qui décide. J'ai vu Zeralda. Oui. Le maire s'appelle Fourcade et donc il décide d'interdire la plage aux Arabes et aux Juifs. D'accord. Et l'été suivant, en août, 1er août 42, des indigènes, des Algériens décident d'aller sur cette plage et ils se font arrêter. Et il en enferme une trentaine ou une quarantaine dans une cave de la mairie, qui est attenante à la mairie. Et il fait très chaud. Et il y a 25 personnes qui meurent sous l'effet de cette chaleur. Voilà. Donc, et en fait, il y en a eu des tas. Bien sûr, évidemment. Il y a eu les massacres au 19e siècle, la Goîte. Considérable, bien sûr, mais tout le temps, des histoires étranges, curieuses. Ces gens, les musulmans, meurent par dizaines, on ne sait même pas. Aucun compte n'est précis, on dit environ. Bien sûr. Parce que ce sont des vies qui... On ne les compte pas parce qu'elles ne comptent pas. C'est un problème. Il faut se débarrasser de ça. Il faut regarder ça. Il y a la question des viols aussi. Oui, bien sûr. Des viols que Florence Baugé de Journaliste au Monde a beaucoup documenté. Oui, bien sûr. Effectivement. On est loin, en fait, d'avoir ouvert la boîte de Pandore parce qu'on reste cantonné aux 8 années de la guerre d'Algérie. Mais c'est vrai qu'on parle très peu de la colonisation et encore moins de la conquête, comme vous l'avez fait. On parle peu de la conquête, on parle peu de la vie quotidienne, on parle peu de l'organisation de la société. Les gens qui en parlent... introduisent un mythe, celui de la fraternisation, de la cohabitation des communautés. Tout ça n'est pas vrai. Parce qu'on essaie de s'arranger de l'horreur. Voilà. On ne s'arrange jamais de l'horreur.
L'horreur, on s'en débarrasse quand on la regarde en face. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'est-ce qu'on dit aux jeunes finalement, parce que c'est quand même un sujet. Les jeunes sont, surtout aujourd'hui, sont très attachés aux faits. Alors, il y a des fake news, mais finalement, je pense que ça les rend beaucoup plus sensibles à cette question. Et qu'est-ce qu'on dit aux jeunes? Comment on s'y prend? Parce Ce que qu'on dit aux vieux, l'enseignement, on dit la même chose. Enfin, dans le sens ils ont un pouvoir de transformation aussi, peut-être plus fort que les plus âgés. non, je pense. Enfin, moi, je suis faible pour entrer par ces portes-là. La France a su, par l'intermédiaire de l'université, convaincre certaines des siennes de travailler sur ces questions-là, de faire la vérité sur ces questions-là. Après, il y a un blocage. La société a du mal à en prendre connaissance. C'est pas un problème de génération, c'est un problème de psychologie. On ne veut pas être confronté à l'horreur. Ça concerne tout le monde. Quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, 25 ans aujourd'hui, et qui accède à la conscience des choses, par amour de la France, par sentiment patriotique, il ne veut pas en entendre parler. Bon.